Souvenez-vous, depuis ce matin, nous avons observé 3 thématiques. La première thématique, nous nous sommes questionnés, moteur thermique, moteur électrique, moteur à hydrogène, c'est le moment de prendre des décisions, vraisemblablement, au moment éventuellement où vous allez acquérir de nouveaux matériels. La deuxième grande thématique, c'était le digital. Poursuit son déploiement, poursuit l'arrivée ou le déploiement dans vos entreprises, et nous l'avons vu sous 3 formats. Site internet, plateforme avec Pixit, mais également conception du matériel bien en amont dans un monde virtuel appelé jumeaux virtuels, jumeaux numériques. Il nous reste une dernière donnée fondamentale à observer. Il s'agit de vos équipes. S'agissant des 2 inattendus importants connus ces derniers 24 mois, quelles furent les conséquences sur l'état d'esprit de vos équipes? Comment se trouvent-elles aujourd'hui, moralement, psychologiquement, et le leader que vous êtes, quel est tout l'effort que vous devez envisager pour pouvoir mener, continuer à entretenir auprès de vos équipes à la fois cette force, cet élan nécessaire, et comme le disait tout à l'heure Charles Pépin, également cette joie contrariée. Eh bien, voyez-vous, c'est la question que nous allons poser à Anne-Sophie Moreau. Elle travaille au magazine Philonomiste. Je vous le présente dans un instant, elle en est la rédactrice en chef. Elle observe les entreprises, elle travaille à leur côté, donc vous n'allez pas avoir ici ce soir une philosophe qui va nous entraîner dans la stratosphère, mais qui va vraiment travailler avec vous au plus ras de vos préoccupations. Philonomiste, c'est d'abord un magazine où vous allez retrouver de la philosophie, de l'économie, c'est-à-dire toutes ces petites choses ou grandes choses de la philosophie qui sont directement applicables, qui sont pragmatiques, que l'on peut mesurer, que l'on peut mettre en application et qui donnent du résultat. Mais Philonomiste, c'est aussi une structure qui accompagne les entreprises dans leur transformation stratégique, et ceci grâce à plusieurs outils, par exemple un laboratoire ou bien une plateforme adaptée aux entreprises. Philonomiste présente également ou propose également des conférences, des formations, des accompagnements. Puis-je vous demander d'accueillir avec moi Anne-Sophie Moreau. Merci Thierry. Ça va venir. Vous pouvez y aller. Bonjour à tous. Alors merci Thierry. Merci pour votre accueil, je suis ravie d'être là, déjà parce que je suis contente de voir des gens, après 2 ans passés à faire essentiellement des webinaires, le présentiel est devenu un moment très précieux, donc je vous remercie beaucoup. Alors nous allons discuter, si vous le voulez bien. Une première question, vous observez encore une fois les entreprises de façon très large, voici ici un secteur. Sur cette rentrée 2022, qui est déjà bien avancée, janvier-février, nous sommes fin mars, qu'avez-vous constaté, vous, s'agissant des équipes de terrain ? Nos équipes ou les équipes en général? Les équipes en général. Alors, bon, ce qu'on entend beaucoup, la nouveauté, en tout cas à la rentrée 2022, c'est évidemment ce qu'on appelle la grande démission. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup, alors la question c'est est-ce qu'elle existe vraiment ou pas? Je serais contente d'avoir votre avis là-dessus. Mais ce dont on parle avant tout aux États-Unis, c'est de ce mouvement massif de démission de la part de salariés, mais aussi en France, on l'a observé. Alors, il y a des débats pour savoir si c'est véritablement massif ou non, mais il y a en tout cas une augmentation, il y a eu une augmentation très forte des ruptures conventionnelles, d'après la DARES, d'après les derniers chiffres. Et donc toute la question, c'est de savoir si c'est un mouvement de rattrapage, puisque finalement, il y a peut-être beaucoup de gens qui ont songé à changer de job pendant la pandémie et qui ne l'ont pas fait par peur de l'avenir, mais en tout cas, il se peut qu'il y ait aussi des causes plus profondes, un mouvement véritable de remise en cause, soit du sens de son travail, de sa profession, de son poste, de son activité dans une structure donnée, soit tout simplement aussi un changement de rapport de force entre l'employeur et le salarié. Donc ça, c'est la première question qui se pose. Vous permettez 30 secondes? Je vais demander à la régie, pourrait-on mettre de la lumière dans la salle, s'il vous plaît?
Vraiment, merci beaucoup. Si on peut éclairer la salle. On ne vous voit pas très bien. Enfin, moi, je ne vois pas très bien. On va poser la question. Dites-moi, est-ce que parmi vos équipes, depuis le début de l'année, peut-être un peu avant d'ailleurs, avez-vous constaté un désengagement? Celles et ceux qui l'ont constaté, lèvent bien haut la main. Désengagement de vos équipes. Elles sont moins motivées. Bon, quelques-unes, oui. Je ne vais pas dire que c'est absent, hein, c'est quand même... Allez, on va dire, merci beaucoup, merci. Un bon tiers, on va dire. Oui, alors c'est présent. C'est quelque chose qui est réel. Mais ce n'est pas massif, donc déjà c'est très rassurant quant à votre secteur. Merci beaucoup. Bravo. Alors après, peut-être que certains constatent un désengagement et n'osent pas le dire, c'est possible, mais... En tout cas, oui. Alors, donc la question, c'est à quoi c'est dû? Est-ce que ça concerne toutes les générations? Est-ce que ça concerne seulement les jeunes? On parle beaucoup de l'infidélité des jeunes générations. Alors, ça ne veut pas dire forcément qu'ils sont désengagés ou qu'ils font mal leur travail, hein. Ça peut aussi vouloir dire tout simplement qu'ils ont une conception de la fidélité à l'employeur qui n'est plus celle que nous avions avant. C'est-à-dire que avant, on s'imaginait qu'on allait faire toute sa carrière dans une boîte, qu'on allait y rester, y évoluer. Aujourd'hui, on constate de plus en plus, et en tout cas beaucoup d'employeurs déplorent une forme on va dire, de tourisme du travail chez les jeunes générations. Donc la question, c'est de savoir si c'est un problème profond de recherche de sens, ou bien si c'est aussi tout simplement un rapport de force changé. Alors, moi, il me semble que la première l'hypothèse du changement du rapport de force entre employeurs et salariés est tout de même assez valable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre monde du travail a changé. C'est-à-dire qu'on a un taux d'emploi en France qui est très fort. On sait qu'il y a des tensions au niveau du recrutement dans énormément de secteurs qui ne vont pas se dissiper de sitôt. Et donc, on se retrouve dans une situation qui est assez inédite en fait pour l'employeur d'aujourd'hui. Moi, ça me fait penser au problème que se posait un auteur qu'on ne connaît pas du tout, qui s'appelle Denis Poulot, qui était un petit patron qui a écrit une sorte de pamphlet en 1870, un an avant la Commune de Paris. Il s'inquiétait de ce qu'il appelait le sublimisme à l'époque, il avait appelé ça comme ça. C'est un texte qui a inspiré l'Assommoir de Zola. Donc en fait, il critiquait ces ouvriers qualifiés qui, en fait, d'après lui, avaient entre guillemets trop pris la confiance, pouvaient se permettre de choisir leur employeur et qui, justement parce qu'ils étaient bons, se croyaient. Lui, il dit que l'ouvrier à l'époque se prenait pour l'égal de Dieu. Il pouvait finalement se dire dès que quelque chose lui plaisait pas à l'atelier, il partait. Et Denis Poulot, il s'y connaissait bien parce que lui-même, il avait été ouvrier, puis ensuite il est monté en grade, etc. Et un jour, il a créé sa fabrique de ferronnerie. Et donc, il s'inquiétait beaucoup de cette infidélité des ouvriers. Et c'est un texte qui est très intéressant parce que finalement, on a toujours comme cliché du 19e siècle, voilà, de l'ouvrier vu par le marxisme, donc forcément exploité, qui subissait finalement son emploi. Or, déjà à l'époque, on se posait ces questions-là. En fait, lui, il s'énervait du fait que l'ouvrier pouvait se pointer le lundi et puis finalement décider d'aller au troquet parce qu'en fait, c'était beaucoup plus sympa. Ça s'appelait le Saint-Lundi. Ça avait même il y avait même un terme pour ça à l'époque. C'était le fait d'aller au troquet au lieu d'aller travailler. Et donc, à l'époque, déjà, il se demandait en fait comment on peut retenir des gens qui, en fait, peuvent tout à fait trouver du travail ailleurs. Et aujourd'hui, je pense que c'est une vraie question qui se pose pour des raisons véritablement très pragmatiques, hein, qui sont ce changement du marché du travail et le fait que voilà qu'on a des secteurs en tension. Et pareil, ça c'est la première hypothèse. Et la deuxième hypothèse, c'est, alors là, la question beaucoup plus délicate à traiter, qui est celle de savoir s'il y a une nouvelle recherche de sens au travail. Qui découle peut-être aussi de ce changement de rapport de force. C'est-à-dire quand on est plus à l'aise par rapport à la question de pouvoir trouver un travail ou non, on se permet aussi, entre guillemets, de se poser des questions autour du sens de son travail. Donc la question, c'est de savoir si c'est la poule et l'œuf, est-ce que ça découle ou non d'une situation concrète. C'est possible. Mais en tout cas, il est certain aussi que le Covid et la pandémie a aussi certainement
ouvert finalement ce vertige de la quête de sens au travail. Alors pourquoi? Pour tout un tas de raisons. Bon, la première, ça a été, je dirais, l'abolition de la scission entre ce que j'appellerais le moi du travail et le moi intime, ou en tout cas ma propre personnalité, aussi mon moi citoyen. C'est-à-dire que, bon, notamment pour tous ceux qui se sont retrouvés en télétravail dans les grandes boîtes du CAC 40, où on a beaucoup de bullshit jobs, hein, comme on dit, c'est-à-dire voilà, des postes où on ne sait pas exactement ce qu'on fait, où on est manager mais on ne sait pas exactement à quoi on sert. Bon, là, ça a été terrible, parce que forcément, du jour au lendemain, on a perdu tout l'apparat de la carrière réussie. Voilà, on se retrouve chez soi en pyjama, tout ce qui faisait tout ce qui faisait non pas le sens, mais en tout cas ce qui donnait de l'importance à son job, s'est évanoui du jour au lendemain. Donc ça a été absolument terrible pour beaucoup de professions. Mais au-delà de ça, pour d'autres secteurs où pour le coup on n'est pas du tout dans le bullshit job, mais où on fait des choses très concrètes, il y a eu tout de même une remise en cause assez brutale à partir du moment où on a dû, en fait, tous, dans notre société, nous poser la question de l'utilité de ce qu'on faisait. C'est-à-dire que finalement, on nous a demandé, voilà, au niveau étatique, c'est quand même quelque chose d'absolument inédit, en tout cas, il me semble que depuis la Seconde Guerre mondiale, on ne s'était pas posé cette question, finalement, de savoir quelles activités étaient essentielles à la société ou non. On a employé ce mot. On a demandé aux travailleurs inessentiels de rentrer chez eux. C'est terrible. Donc forcément, il y a eu beaucoup de gens qui se sont retrouvés à se poser cette question. Est-ce que mon activité est essentielle ou non à la société ? Alors, vous me direz si c'est votre cas ou non. Mais nous, on s'est posé cette question aussi, voilà, en tant que philosophe qui réfléchissent au monde du travail. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait là aussi à gribouiller, alors que pendant que des gens sont en train de sauver le monde, les soignants, etc. Donc évidemment, ça a été un vertige absolu. Et surtout, ça a été le moment où on s'est permis, au niveau collectif, d'interroger cette notion de l'utilité en essayant de la définir de manière non plus subjective. Alors bon, si vous avez fait un peu de microéconomie, vous savez que l'utilité, elle est définie en fonction de la satisfaction du consommateur. Hein, donc c'est une définition subjective de l'utilité. Est utile ce qui plaît à quelqu'un, voilà. Or là, on s'est demandé ce qui était utile au niveau global, ce qui était essentiel. Et donc finalement, ce renversement de la réflexion autour de l'utilité de son travail a été absolument abyssal pour tout un tas de secteurs. Et enfin, je dirais qu'on a assisté aussi à ce que l'économiste Karl Polanyi, qui était l'auteur de La Grande Transformation, qui a écrit ça en 1944, appelait ce qu'il aurait appelé le réencastrement de l'économie. C'est-à-dire que pour Polanyi, on a vécu une période depuis le 19e siècle où, en gros, du fait de la complexification des procédures avec l'industrialisation de l'économie, etc., on avait, pour que l'économie puisse fonctionner, on l'avait, selon ces termes, désencastrée de la société, c'est-à-dire qu'on lui avait donné une autonomie totale. Elle n'était plus soumise à des impératifs supérieurs, qu'ils soient religieux, moraux, etc. Donc l'économie, c'était finalement avait pris l'habitude, et on avait tous pris l'habitude dans n'importe quelle entreprise, hein, même dans une entreprise de philosophie, on avait pris l'habitude finalement de fonctionner en roue libre, complètement indépendamment des objectifs de l'État, voilà, et encore plus évidemment récemment avec le néolibéralisme et une forme encore plus achevée de dérégulation. Alors déjà Polanyi à l'époque, lui, il s'inquiétait déjà évidemment de ce fameux désencastrement. Il disait que ça risquait à terme, il le disait en 1944, de détruire l'homme et son milieu naturel et d'en faire un désert. Alors déjà, il s'inquiétait, mais aujourd'hui, avec la crise du Covid, finalement, on s'est autorisé quelque chose qu'on s'était jamais autorisé à faire, qui était finalement de fermer boutique, de fermer quasiment tous les pans de l'économie au service d'un idéal supérieur qui était la santé. Et donc forcément, ça a été un coup de tonnerre par rapport à nos habitudes de pensée. Donc c'est un tabou qui a sauté, l'indépendance de l'économie. Il a sauté avec le Covid. On peut dire qu'il est en train de sauter aussi partiellement avec la guerre en Ukraine, c'est-à-dire qu'on s'autorise aussi
quelque chose de parfaitement nouveau, qui est de dire telle entreprise devrait partir de Russie, telle entreprise devrait finalement se mettre au service de l'État, d'un intérêt national dont on avait oublié qu'il existait. Je ne dis pas forcément qu'il faut le faire, hein, c'est au cas par cas et ce sont des questions très complexes, mais en tout cas, voilà, disons que ce tabou finalement du caractère intouchable de l'économie et de certains secteurs a sauté. Et donc, dans ce contexte, forcément, il peut y avoir oui, et ce que je voulais dire surtout, c'est que donc, après l'effet du Covid, puis de la guerre en Ukraine, évidemment, on sait, on sent et on se doute bien que l'étape suivante, ce sera très probablement les questions écologiques. C'est-à-dire qu'on a pris, finalement, on s'est entre guillemets entraîné sur des crises sanitaires et sur un conflit militaire. Et la prochaine étape, ce sera probablement de se demander, ou en tout cas, il me semble qu'il est évident que ça arrivera, à un moment donné, on essaiera de remettre l'économie au pas pour la mettre au service des enjeux écologiques. Donc évidemment, pour le salarié, tout ça, ce sont énormément de questions qui ne le touchent pas forcément directement au quotidien, mais qui, disons, créent un fond, en tout cas une source de scepticisme accru par rapport au sens de son travail au quotidien. Voilà, c'est-à-dire qu'on se demande de plus en plus quelle est ma place dans tout ça, quel rôle je joue dans ces grandes transformations, et finalement, pourquoi je bosse. 24 mois d'incertitude, 24 mois d'inattendu, et tout change dans les têtes. Premier point, désengagement. Désengagement, pourquoi ? Parce que l'organisation même du travail à l'intérieur de l'entreprise est différente. Certains étaient en chômage partiel, d'autres étaient sur site, les troisièmes en télétravail. Comment voulez-vous avoir une fédération, un état d'esprit qui soit commun ? Pour la première fois, tout est disloqué. La deuxième chose, le fait que nous soyons, que vous ayez, que vos équipes soient en confinement, à un moment donné où on arrête tout, on commence à se réinterroger, à quoi je sers, quelle est l'utilité, ici et lorsque je suis en entreprise, quel est le sens de tout cela ? Le sens, la vérification du sens, l'importance de ce dernier à la fois au niveau personnel, mais également au niveau collectif. Et le troisième point, c'est effectivement la résocialisation, réincarnation, la récupération de l'économie. Elle tournait depuis un siècle seule, produisant des richesses, produisant de l'argent, peut-être en dehors de tout autre objectif. Et la voilà maintenant redevenue, pour certains métiers et par certains aspects, essentielle. Qu'est-ce qui est profond finalement et qui est utile dans ce qu'elle peut nous procurer et qu'est-ce qui est finalement accessoire et que l'on pourrait laisser tomber. Voilà où nous en sommes au moment où on atteint la deuxième question. Deuxième question, quelles conséquences pour l'entreprise ? Quelles conséquences pour le chef d'entreprise ? Parce qu'attendez, si mes équipes sont démobilisées, si en plus le monde est en désordre, on fait comment pour piloter la machine ? Oui, alors les conséquences pour l'entreprise, bon, elles sont multiples, hein, mais déjà évidemment il y a des conséquences concrètes de la crise aujourd'hui en Ukraine, etc. Bon, ça je ne vais pas vous l'apprendre, c'est très concret, hein, les matières premières, les coûts, voilà. On entre dans une nouvelle phase, les choses ne sont plus évidentes, vraiment même au niveau le plus basique de la fourniture de matériaux, mais en tout cas ce sur quoi moi je peux m'exprimer, la question c'est plutôt celle des ressources humaines, donc c'est-à-dire la question de savoir en quoi est-ce que ça affecte vos collaborateurs, vos salariés, les personnes avec qui vous travaillez. Moi, il me semble que le risque principal dans tout cela, c'est le risque du désengagement. Alors, le désengagement, ça peut prendre deux formes. Hein. Ça peut prendre tout simplement la forme, voilà, on a parlé du mouvement de la grande démission, ça peut être ça peut être tout simplement quelqu'un qui part. Le fameux taux d'attrition, voilà, le fait que vous ayez de plus en plus souvent et fréquemment des personnes qui partent, et donc l'obligation aussi d'en reformer de nouvelles, de courir après les collaborateurs. Voilà, c'est très difficile à comprendre comment ça fonctionne et pourquoi les gens s'en vont. On ne le sait en général qu'après. Mais il y a des théories hein, quand même. Hein. C'est-à-dire que sur cette grande démission, notamment parmi les études qui ont été faites, notamment par Glassdoor, il ressort que la culture d'entreprise joue un rôle clé, et ce, quel que soit le secteur. C'est très important. C'est-à-dire que ça peut concerner à la fois des boîtes de finances, de conseil, etc., mais aussi la restauration, l'hôtellerie, ou des secteurs où a priori on se dit qu'on est moins dans les chartes de valeurs, etc. Et pourtant, voilà, la culture d'entreprise joue. C'est très important.
important. Donc la première forme, voilà, c'est la démission. Mais la deuxième forme du désengagement, qui moi me semble beaucoup plus difficile à cerner, difficile à mesurer et pourtant tout aussi dangereuse, je dirais que c'est le désengagement progressif du travailleur. C'est-à-dire c'est le fait que finalement, je reste, je fais mon job, mais je le fais moins bien. Dans le fond, je m'en fiche un peu, que ce soit bien fait, pas bien fait, puisque finalement mon job n'a pas vraiment de sens, ou alors voilà, je n'ai pas une motivation extrêmement profonde, je suis là entre guillemets que pour l'argent, ce qui est finalement une manière de se comporter en homo economicus rationnel parfait. Hein, c'est-à-dire que, voilà, encore une fois, en économie, le comportement rationnel, ça consiste à voilà, maximiser ou minimiser, mais dans tous les cas, ça consiste à essayer de trouver l'optimum. Donc, du point de vue du salarié, si vous avez un salaire fixe, a priori, votre intérêt, c'est d'en faire le moins possible pour un salaire constant. Mais alors, évidemment, pour l'employeur, ça c'est absolument terrible parce que certes on peut mesurer le travail fait, mais c'est beaucoup plus difficile de mesurer le travail bien fait ou très bien fait. C'est-à-dire que souvent, quel que soit le secteur, hein, souvent ce qui fait la réussite d'une boîte, vis-à-vis de vos clients, vis-à-vis de vos partenaires commerciaux, vis-à-vis de vos partenaires tout court, ça va être en fait finalement l'effort invisible du travailleur, c'est-à-dire le fait que, entre guillemets, on perd du temps parfois par rapport à sa grille, par rapport à ses objectifs. On a tel client qui a un problème et en fait on va passer une demi-journée à essayer de le résoudre, à trouver une solution qui n'était pas prévue. Et ça, entre guillemets, ce n'est pas productif. C'est quelque chose que vous faites uniquement par conscience professionnelle. C'est un effort que vous faites par engagement, non pas par obligation vis-à-vis de vos critères d'évaluation, mais par engagement et par loyauté vis-à-vis de l'esprit de votre boîte. Vous savez que vous le faites parce que finalement, vous êtes fiers de ce que vous faites ensemble et vous voulez faire honneur à votre boîte. Ça, c'est de l'engagement. Et ça, en général, c'est ce qui fait, dans le fond, qu'on sait qu'on a une entreprise véritablement davantage que performante, une entreprise fiable. Voilà, l'étymologie de la firme, hein, c'est l'idée voilà, qu'on a une signature, qu'on sait qui est en train de faire le job et qu'on sait que cette firme le fera bien. Et donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour susciter l'engagement. Alors on pourrait se dire, bah, c'est simple, on n'a qu'à donner des primes. Voilà, c'est finalement par rapport à ces individus qui se comportent en individualistes, qui préfèrent voilà, suivre leur intérêt personnel, individuel et minimiser leur engagement, qui sont prêts à changer de job comme on change de date, voilà, qui vont sur LinkedIn comme on va sur Tinder et qui finalement ne se sentent pas particulièrement fidèles à tel ou tel employeur. On pourrait se dire qu'on leur propose des primes, par exemple, associées à leur performance. C'est possible. Or, on se rend compte aussi que ça ne résout pas tout, voire au contraire que ça peut même aggraver le problème. Parce que finalement, le risque, c'est de se retrouver à vouloir soigner l'individualisme par l'individualisme. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un, par exemple, qui au départ a ce qu'on appelle une motivation intrinsèque, c'est-à-dire voilà, je fais ça parce que je veux être fier de ce que je fais, je fais ça parce que j'aime mon travail. Bon, bah, si vous commencez à calculer à la prime près la moindre tâche ou le moindre effort, bon, bah, certes, ça va inciter le salarié à faire cette petite tâche en plus, effectivement, oui, parce qu'il y aura une prime. Mais par contre, à long terme, déjà, vous risquez d'éroder le sens du collectif. Mais en plus, vous risquez aussi d'aggraver finalement le rapport individualiste que votre salarié a à son propre travail. Finalement, vous risquez de renforcer cet égoïsme économique qui est finalement la pente vers laquelle nous allons tous dans une société voilà, individualiste et libérale. Et donc finalement, si j'essaye de trouver une métaphore voilà, plus ou moins fine, si on essaye de comparer ça au couple par exemple, bon, si vous sentez que ça bat de l'aile dans votre relation, il y a plusieurs moyens d'essayer de sauver la chose, mais en tout cas si vous commencez à compter si chacun a fait la vaisselle à tel moment, voilà, si vous commencez à vous donner des points en fonction de ce que chacun a apporté au couple, en général, on sait que c'est le début de la fin quand ça se passe comme ça. Bon, voilà. Et bien dans l'entreprise, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que on ne soigne pas la perte du collectif en se concentrant sur ce que l'individu a à gagner à être là.
Ça ne veut pas dire que le salaire n'est pas important, le salaire est très important. Hein. Il faut rémunérer la fidélité, hein. Ça c'est très important aussi. Voilà, c'est-à-dire qu'en France c'est un problème, le fait que les gens ne voient leur salaire augmenter que lorsqu'ils changent de crèmerie, c'est un véritable problème. Donc ça je pense qu'il faut absolument y remédier. Mais par ailleurs, il faut aussi travailler non pas sur ce que gagne chacun, mais sur ce qu'on a en commun. Et ça c'est beaucoup plus délicat. La question suivante, c'est que peut faire du coup le dirigeant? Bien, merci beaucoup pour la recette, mais maintenant on fait comment? Il fait quoi? Alors la question c'est finalement qu'est-ce qui fait qu'on est bien dans une entreprise? Et alors ça c'est une question très délicate. Pendant très longtemps, on s'est focalisé entre guillemets sur la question du bien-être au travail. Donc déjà, premièrement, l'absence de souffrance. Voilà, bon, ça c'est déjà pas mal. Mais parce que le bien-être, comment on le définit? Mais deuxièmement, on s'est beaucoup dit assez longtemps qu'il fallait privilégier ce qu'on appelait la work-life balance, hein, l'équilibre entre vie privée et professionnelle. Et aussi, on s'est dit qu'il fallait mettre des éléments fun. Alors ça, c'est tout l'esprit start-up. Hein, voilà, on va mettre un baby-foot, des bonbons, une cantine, voilà, tout un tas de goodies, un happiness manager. Et on pense que ça va tout résoudre. Alors, je dis pas qu'il faut pas le faire, ça peut être une bonne idée, ça peut être très sympa, mais par contre, je pense que face à la situation de crise généralisée qu'on est en train de vivre aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas répondre à cette crise de sens par des gadgets. C'est-à-dire qu'on a des individus qui, en fait, de plus en plus sont conscients de leur rôle en tant que citoyens. Non plus seulement mon petit moi égoïste, porté par son intérêt et porté par son plaisir et sa paresse, mais mon moi citoyen, qui a des valeurs, qui a une ambition, qui a envie d'avoir un travail qui a un sens. Et donc en fait, quand on est finalement dans des situations, quand on est finalement dans des solutions qui consistent à privilégier le bien-être de l'individu, en réalité on l'infantilise. Et quand on cherche des solutions en dehors du travail, voilà, c'est-à-dire quand on lui, je sais pas, si on se contente de lui donner, je sais pas moi, des chèques vacances, etc. Finalement, on évite toujours la solution qui est de changer le travail lui-même, non pas de lui dire bon bah tu vois là ça va être horrible dans la journée, mais t'inquiète pas, ce soir ou de ce week-end tu pourras partir en week-end à Lisbonne. Non, ça ne peut pas suffire. Voilà, il faut à un moment donné réfléchir à la question, et alors là je vais quand même oser le mot, la question du bonheur au travail. C'est-à-dire que, alors même que je vous disais que le happiness manager c'était un peu bullshit, je pense par ailleurs, et ça a été corroboré par un sondage qu'on a fait en janvier 2020 chez Philonomist. On a fait un sondage représentatif auprès des salariés français. Et on leur a demandé s'ils considéraient que l'entreprise était responsable du bonheur de leurs salariés. Et ils ont répondu oui à 82%. C'est énorme. Je précise qu'on n'a pas demandé le bien-être, hein, on a demandé le bonheur au travail. Et alors la question évidemment c'est comment est-ce qu'on définit le bonheur? Le bonheur c'est un épanouissement général et profond. Évidemment, l'employeur ne pourra pas à lui tout seul rendre son salarié heureux, ça je ne le crois pas une seconde. Par contre, on peut néanmoins s'interroger sur la recherche commune du bonheur, non pas au sens du bonheur hédoniste, épicurien, voilà, qui consisterait tout simplement à rechercher le plaisir, la paresse ou le divertissement, mais du bonheur au sens, alors je parle de philosophie au sens d'Aristote, qui lui parlait du bonheur comme étant ancré dans la cité, ce qu'il appelait l'oidaimonia. Voilà, c'était l'idée que, alors d'après lui, l'homme est un animal social, comme il le dit, et on a besoin, pour lui, de se projeter dans la société, d'avoir un rôle qui dépasse la simple recherche du plaisir. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est très important d'avoir ça en tête quand on est employeur, parce que je pense que les gens ne peuvent plus se satisfaire d'une simple vie tournée vers la consommation hors travail. On a besoin de s'interroger sur notre rôle au travail. Et pour Aristote, ça passe
par l'exercice de ce qu'il appelle la capacité de délibération. La délibération, pour Aristote, c'est ce qui nous distingue et de l'animal et de la machine. Il dit, voilà, si on n'avait pas ça, si on n'a pas ce don, ça veut dire qu'on est dans l'une des deux autres catégories. Donc aujourd'hui, dans un monde où on se demande de plus en plus ce qu'on fait là et à quoi on sert, notamment par rapport aux machines, je pense que c'est une question très importante, c'est-à-dire qu'il est crucial pour l'employeur de prendre en compte le fait que les individus ont besoin de participer aux décisions, ont besoin de réfléchir en commun et de se poser, alors c'est ce que dirait Aristote, la question de la vie bonne. Alors la vie bonne, pas évident, ça peut être la vie bonne pour moi, qu'est-ce qui fait que je suis un bon père de famille par ailleurs, voilà, que j'ai une vie épanouie, équilibrée. Mais ça peut être la question de la vie bonne pour l'entreprise. Voilà. Est-ce qu'on a un fonctionnement sain? Est-ce qu'on a une gouvernance qui permet à chacun de s'épanouir? Est-ce qu'on traite bien les gens? Mais ça peut être aussi la vie bonne pour la société entière. Voilà. C'est-à-dire, est-ce qu'on a une activité, un fonctionnement, un impact qui permet à la société d'avancer? Et j'ajoute juste par rapport à notre sondage qu'on avait fait, 77% des Français, des salariés français, pensent que l'entreprise devrait fonctionner comme une démocratie et qu'ils devraient, en tant que salariés, pouvoir participer aux décisions stratégiques de l'entreprise. Et ça, il me semble que c'est un élément très important. Vous permettez, on peut remettre de la lumière dans la salle, s'il vous plaît. Merci beaucoup. L'entreprise doit être une démocratie. Qui est pour cette affirmation? Lève la main. Non, mais merci beaucoup, merci. C'est tout. C'est juste pour qu'on confronte bien les affirmations et l'état d'esprit. Merci beaucoup, merci. Alors, attendez, mais une fois que j'ai dit pourquoi ça, je ne vous mets pas en opposition du tout. Je voulais simplement, encore une fois, prendre ici l'état de vos convictions et je vous en remercie. Voyons où nous en sommes, regardez. Nous sommes partis d'un premier cas, d'une première considération où nous sommes sur un désengagement avec 3 causes. Et Anne-Sophie vient de nous dire, maintenant, il y a quand même un certain nombre de réalités. Lorsque vous prenez les sondages et que vous prenez l'état d'esprit des salariés tels qu'interrogés, les dernières études montrent quand même qu'à 87%, ils disent « mais une partie de mon bonheur est dans l'entreprise ». Encore évidemment, faut-il ici le définir, ce bonheur en question. Mais enfin, ça c'est une réalité, bien sûr. Et ça va poser de vraies questions. Recherche du sens devient aussi quelque chose de majeur, de façon très importante. Si on peut maintenant rallumer remettre de la lumière dans la salle, merci. Je vais vous donner la parole. Si vous le voulez bien, on s'interrompt ici sur le développement et j'aimerais vous entendre. Avez-vous des questions? Oh là, oui, j'imaginais bien. Alors, je vais vous demander, dans vos interventions, on fait court. Si vous n'avez pas de questions, mais un témoignage, vous êtes le bienvenu, bien sûr. Je vous en prie, soyons brefs, allons au cœur de la chose. Si vous avez une question, elle est la bienvenue aussi, bien sûr. Et moi, j'aimerais beaucoup savoir, voilà, si vous êtes contre la démocratie en entreprise, puisque vous êtes beaucoup, j'ai envie de savoir pourquoi. Oh, alors, on va voir. Je vous en prie, monsieur, présentez-vous. Oui, il devrait fonctionner. Encore un peu? Un petit essai? Oui, ça marche. Voilà, donc Albert Gallois, je suis le président de la commission des monteurs et des loueurs de grues à Tours. Et oui, j'avais une question. D'abord, je suis très heureux que vous ayez cité Karl Polanyi. Je l'entends tellement rarement que j'en suis vraiment très heureux. Mais Karl Polanyi, en fait, définissait le marché sur 3 niveaux. Il y avait l'échange, il y avait le partage et il y avait le commerce. Ce qu'il regrettait, c'est qu'aujourd'hui, il ne reste que le commerce et que c'est par là qu'il y a cette désincarnation du marché. Et d'ailleurs, avec les temps actuels où on parle beaucoup d'écologie, il est tout à fait up-to-date, le Polanyi. Alors, donc très heureux pour ça. Mais c'est aussi, en fait, l'objet de mon intervention, parce que je pense que ce qui se passe dans la société, dans l'entreprise, a sa source dans la société en général. C'est-à-dire, en fait, c'est le rapport de l'homme à la société qui a changé. On croyait qu'en fait, et Polanyi le dit, on croyait que le marché allait tout réguler par lui-même. Or, on voit bien que ce n'est pas le cas. Donc, ça ne peut pas marcher comme ça. Et comme ça ne peut pas marcher comme ça, eh bien, on cherche effectivement d'autres situations. Et vous connaissez vraisemblablement Cyril Allende, qui a écrit le livre « Nos raisons d'être ». Et je pense qu'on est en plein dans ce phénomène-là. Alors moi, je pense qu'il y a une réflexion à mener. Je voulais savoir si vous avez un avis là-dessus. Non pas
par rapport à l'entreprise même, mais en interne dans l'entreprise par rapport à la société, de voir quel rapport peut avoir l'entreprise et les salariés avec la société. Merci. Alors c'est une très vaste question que vous posez. Bravo pour la question à 10 000 aspirines, merci beaucoup, je vous en prie. Oui, alors, bon, du coup, vous me donnez envie d'enchaîner sur toute la suite de mon propos. Je vais peut-être pas aller trop. Oui, peut-être. Alors, oui, évidemment, l'entreprise doit se poser la question de sa responsabilité par rapport à la société. Donc, ça peut être à plusieurs niveaux. Ça peut être ne pas nuire, pour commencer, notamment sur le plan écologique. On le sait aujourd'hui. Je pense qu'on n'a plus trop le choix. Mais ensuite, il me semble que l'entreprise a d'autres responsabilités aussi. Par exemple, bon, j'ai beaucoup parlé du rapport à sa propre vie, du rapport à de la manière dont on envisage son existence comme individualiste ou non. Je pense que l'entreprise est à la fois une sorte d'éponge des travers de notre société, c'est-à-dire que plus on est individualiste dans sa vie privée, plus on l'est aussi dans son rapport à l'autre, dans le collectif de travail, et ça se répond. Donc en fait, plus on demande aux gens de la flexibilité dans le monde du travail, on leur demande de pouvoir voilà, changer de job régulièrement, changer d'entreprise, changer de poste, changer de bureau au fil de la journée avec le flex office. Donc en fait, voilà, je crois que c'était Laurence Parisot qui avait dit, voilà, on doit être flexible, on est bien flexible dans sa vie privée, etc. En gros, on déménage, on change de partenaire, donc on doit bien pouvoir changer de job sans qu'il n'y ait pas trop de conséquences psychologiques. Donc en fait, ces deux mondes se répondent. Donc c'est vrai sur le plan, par exemple, du rapport aux autres, du rapport au collectif, des tensions entre individualisme et collectif. Mais c'est vrai aussi, voilà, au niveau, par exemple, au niveau politique, je vais y revenir, mais je pense que l'entreprise a un rôle à jouer aussi sur la manière dont l'individu s'enracine dans le milieu qu'est l'entreprise, je vais en parler avec Simone Veil, et se vit véritablement comme un citoyen à part entière. Merci beaucoup. Tout ça n'était pas prévu, mais justement, merci beaucoup pour la réponse. On va y revenir, parce que c'est vraiment une question complexe. Hervé Rebolo, Fédération DLR. Vous avez demandé à des Français s'ils étaient pour la démocratie en entreprise. Il y a 88% qui ont répondu. Et les 12% qui manquent, ils dormaient ou quoi? C'est évident que vous avez 88% de dire, ah, la démocratie en entreprise. Alors, moi, je suis ni pour ni contre. C'est 77%. Pardon. Bah, il y a 23% qui devaient dormir. C'est normal qu'on vous réponde ça en France. Mais moi, je suis ni pour ni contre. Mais c'est quoi la démocratie en entreprise? Moi, je ne sais pas ce que c'est. Hein. Alors, c'est une très bonne question, effectivement. Merci. Alors oui, alors nous, on l'avait précisé quand même un peu dans la question. On avait dit, est-ce que vous êtes pour que l'entreprise fonctionne comme une démocratie? Bon, on sait quand même à peu près ce que ça veut dire fonctionner comme une démocratie. Après, la question, c'est quelle démocratie, effectivement? Est-ce qu'on est dans une démocratie directe? Est-ce qu'on est dans une démocratie représentative? Est-ce qu'on est... Voilà, mais en tout cas, on connaît quand même la différence entre une démocratie et une dictature. Enfin, je veux dire, on sait à peu près quand même ce que c'est. Mais disons que, en tout cas, il y a un besoin, il y a une envie de participation aux décisions des salariés, ça c'est évident. Et nous, on avait quand même précisé dans la question et que les salariés participent aux décisions stratégiques de l'entreprise. Donc c'était tout de même une définition assez précise. Voilà, les gens... Bon, après, la question, c'est de savoir si c'est réaliste ou pas. Mais en tout cas, il y a un besoin, il y a une envie. Merci beaucoup. Monsieur, ce sera la dernière question. Sur ce volet-ci, nous poursuivrons et vous aurez la parole à nouveau. Je vous en prie. Oui, Laurent Mella de Service Essence, j'accompagne beaucoup de changements. Alors, Hervé m'a un peu piqué la question. C'est plutôt pour témoigner sur les comment. Souvent, quand on pose la question de la démocratie, effectivement, j'entends très souvent dire « mais non, l'entreprise, c'est pas une démocratie ». Sauf qu'on ne définit pas ce que la démocratie veut dire en entreprise. Et en fait, il y a une erreur de mots, je crois. La question est comment il y a des formes de collaboration, de coopération et de codécision à des niveaux différents. Il y a des niveaux stratégiques, il y a des niveaux opérationnels. Et en fait, c'est ces mécaniques-là que nous devons inventer. Il n'y a pas un modèle. Il y a beaucoup d'outils pour le faire, mais il n'y a pas de modèle. Et donc le chemin, il est probablement là, notamment
pour les générations qui arrivent. Merci beaucoup pour votre contribution. Si Merci. vous avez un commentaire. Non, mais je suis assez d'accord avec vous. C'est-à-dire que bon, moi, j'essaye de défendre les sondés, forcément, mais moi, personnellement, je ne pense pas que l'entreprise peut fonctionner comme une démocratie, en tout cas comme une démocratie pure. C'est-à-dire que une entreprise, c'est aussi une structure qui a été, par exemple, qui est imprégnée par l'esprit de son fondateur, s'il y en a un, voilà, qui va quelque part, qui vient de quelque part et qui va quelque part, et qui est structurée par une certaine hiérarchie. Donc effectivement, il y a plein d'essais pour avoir des hiérarchies plates, pas de hiérarchie du tout. On connaît toutes les expérimentations autour de l'entreprise libérée notamment, et on sait qu'il y a aussi beaucoup de ratés. Le raté principal étant finalement ce qu'Aristote aurait appelé d'ailleurs la dégénérescence de la démocratie, hein, c'est-à-dire à savoir le fait que en essayant d'enlever tout rapport de pouvoir et toute hiérarchie, en essayant de donner le pouvoir à la base, entre guillemets, on voit en réalité émerger ce qu'on appelle des leaders libérateurs en entreprise libérée, qui en fait souvent finalement écrasent les autres en réalité par un charisme voilà, un peu étouffant, et qu'en réalité on se retrouve souvent avec une sorte de nouvelle dictature de la pensée à l'intérieur même d'une structure qui se voulait ultra-démocratique. Donc la question, c'est de savoir si les gens sont véritablement épanouis ou non dans une structure sans hiérarchie. Moi, je n'en suis pas persuadée. Merci beaucoup, Anne-Sophie, de vous être prêtée à ces 3 questions. Poursuivons, si vous le voulez bien. Oui. Comment s'engage-t-on? Comment se réengage-t-on? Comment peut-on dire, ou comment peut-on rallumer une flamme au cœur de la collaboratrice ou du collaborateur? Attention, moi je suis dans le BTP ou dans la filière qui dépend du BTP, me dire que je vais sauver le monde, c'est vraiment, je ne vais pas trop y croire quand même. Oui. Alors, lors de notre sondage, on avait posé une question intéressante justement vis-à-vis de on avait demandé aux gens s'ils pensaient que c'était le rôle de l'entreprise de rendre le monde meilleur. Et alors là, vous serez peut-être surpris, mais on n'a eu que 12% des salariés français qui pensaient que le rôle de l'entreprise donc était, entre guillemets, de sauver le monde, en tout cas de le rendre meilleur. Alors, moi, ça m'a assez interpellée, c'est-à-dire qu'au début, parce que finalement, de plus en plus aujourd'hui, on dit que l'entreprise voilà, doit avoir une responsabilité sociale, éthique, environnementale. On dit qu'il faut s'éloigner de la définition de Milton Friedman, voilà, qui était l'économiste libéral, qui en 1970 avait dit que la seule responsabilité de l'entreprise, la seule responsabilité de l'entreprise, c'était, disait-il, d'accroître ses profits. Donc alors la question c'est est-ce que les Français sont subitement devenus tous des Friedmaniens? Je ne pense pas. Moi je pense qu'il y a probablement un juste milieu entre les deux. Il me semble, moi, qu'on peut avoir justement un juste milieu entre, je dirais, le complexe du sauveur d'une part. J'ai une nouvelle entreprise qui va tout changer, qui va sauver le monde, qui a un but social, environnemental, voilà, avec une raison d'être, une mission affirmée, très forte, etc. Et une complète indifférence vis-à-vis des questions qui agitent le monde. Je pense qu'on peut trouver tout de même un juste milieu. Et je pense aussi par ailleurs que les salariés sont très méfiants vis-à-vis on va dire, de la tartufferie d'entreprise, c'est-à-dire voilà, les chartes de valeurs rutilantes, le discours moralisant en permanence, le fait que des entreprises, par exemple, s'emparent de questions politiques, fassent voilà, de la com sur Twitter en allant, je ne sais pas moi, entre guillemets, exploiter la cause des réfugiés pour vendre des yaourts. Ça, je pense que les gens n'apprécient pas particulièrement. Pourquoi? Parce que les salariés ont quand même une vision assez claire du rôle de l'économie et du rôle de l'État, enfin, du rôle de ce qui fonctionne et du rôle de ce qui doit être. Ce n'est pas la même question. André Comte-Sponville, qu'on entend régulièrement sur ces questions, il parle de la non-confusion des ordres. Hein. Il distingue l'ordre, voilà, l'ordre du possible, l'ordre de ce qui doit être. Ce ne sont pas les mêmes ordres. Il s'inspire de Pascal, hein, qui distingue le cœur, la raison, voilà. Et il n'arrête pas de. Et en fait, il me semble que les Français sont tout à fait dans cet esprit-là. En gros, on ne mélange pas les torchons du business avec les serviettes du bien commun. Voilà, ce ne sont pas les mêmes ordres.
ordre. Donc non, on n'est pas obligé de vouloir sauver le monde. Ça ne veut pas dire qu'on s'en fiche. Donc, et par contre, on peut tout de même prêter attention aux motivations de chacun et faire en sorte que chacun soit épanoui, soit engagé, sans pour autant voilà, se donner une mission qui dépasse de loin son secteur ou ses compétences. Moi, il me semble que c'est très important de respecter les diverses formes d'engagement. Bon, chez Philonomis, on s'est amusé à faire ce qu'on a appelé une petite matrice de l'engagement, c'est-à-dire qu'on a croisé 2 axes pour penser ça. Alors le premier axe, c'était l'axe fidélité versus détachement, hein, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui aiment s'engager à long terme dans un projet, prendre des responsabilités, planifier, organiser, être là, suivre pendant longtemps une mission de long terme. On a d'autres gens qui sont plutôt dans le détachement, qui sont des touche-à-tout, qui s'ennuient rapidement, qui ont besoin de variété dans leur mission. Et donc ça, il faut absolument le prendre en compte, parce qu'on a des personnalités différentes. Donc ça, c'est le premier axe, fidélité, détachement. Mais on a un deuxième axe qui me semble important aussi. On peut avoir deux formes d'engagement qui vont être, par exemple, l'idéalisme d'une part. Voilà, le fait d'avoir un idéal, de vouloir le poursuivre. On le retrouve beaucoup chez les jeunes. Voilà, ma priorité, c'est l'écologie. Moi, ma priorité, c'est, alors je sais pas, le féminisme. Voilà, il y a beaucoup de causes comme ça qui sont véritablement non négociables chez les jeunes. Il faut être capable de l'entendre. Et en face, on peut avoir une éthique de travail qui est au contraire fondée sur un certain pragmatisme. C'est-à-dire finalement, moi, je peux travailler dans n'importe quel secteur, mais par contre, je tiens à pouvoir bien faire mon travail. J'ai une ambition qui est celle finalement de mon métier aussi. Je vais vouloir voilà, pouvoir m'épanouir dans le faire. Et typiquement, ce genre de personnalité ne va pas apprécier du tout ce que je dirais les grands discours, voilà, les chartes de valeurs, le blabla, ça ne va pas être du tout leur truc. Donc c'est important de saisir cela. Et je pense que, notamment dans cette question de l'engagement au travail, je pense que par rapport à ces gens qui ont un rapport pragmatique à leur travail, c'est pas du tout négatif hein, quand j'emploie ce terme de pragmatique, c'est votre rapport à l'action. Il me semble qu'il est fondamental de se rappeler que, alors j'ai envie de citer les mots d'un psychologue du travail très célèbre qui s'appelle Yves Clos, qui dit qu'il n'y a pas de bien-être sans bien faire. C'est-à-dire que souvent, en entreprise, l'une des sources principales de souffrance au travail, en tout cas d'après leurs études, c'est ce qu'il appelle le travail empêché. C'est-à-dire le fait qu'en réalité, on empiète souvent sur la qualité de ce qu'on fait. Et ça, c'est quelque chose qui est une véritable source de frustration chez les gens. Et il me semble que donc, quand on essaye de penser cette manière on parle toujours de donner du sens aux salariés, etc. Bon, ça ne veut rien dire donner du sens. On ne va pas donner du sens comme on offre un cadeau à Noël. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est retrouver la beauté du métier, retrouver la beauté du geste. Voilà, même si on n'est pas forcément dans un idéal politique transcendant, on peut ne serait-ce que retrouver une manière finalement de respecter les gens dans leur métier, dans ce qu'ils font et dans l'efficacité de leurs gestes. Et je pense aussi que c'est une bonne manière d'aborder l'écologie, parce que finalement, bon, voilà, l'écologie, ça peut sembler très frustrant comme ça. On a l'impression finalement qu'on était dans un monde en expansion, on faisait toujours plus, on produisait toujours plus, on était dans une ambition, voilà, qui était plutôt celle d'une ligne droite du progrès, et on se retrouve finalement dans un monde où on nous demande de rétrécir, où on nous demande, voilà, d'être entre guillemets moins ambitieux, de moins dépenser, de moins produire. Ça peut être très démotivant pour les gens, mais il me semble qu'à travers cette nouvelle exigence, on peut aussi retrouver véritablement ce que j'appellerais une économie au sens d'une économie de moyens qui permet aussi de remettre en valeur la technicité. C'est-à-dire, enfin, vous qui faites des choses très précises, je pense que c'est important de se dire qu'il peut y avoir du sens dans le fait de trouver la technique la plus efficiente, le geste le plus parfait, ce qui permet, voilà, de faire le plus avec le moins. Et finalement, cet idéal de simplicité, d'efficacité, ça peut avoir une véritable beauté qui, en réalité, relève d'une forme d'idéal, mais qui est ancrée dans un pragmatisme très précis.
Et enfin, il me semble, c'est mon dernier grand point, je pense qu'on néglige trop, lorsqu'on s'interroge sur voilà, la raison d'être, comment donner du sens, etc. Il me semble qu'on néglige, et ça répond peut-être partiellement à votre question sur le rapport à la société, je pense qu'on néglige l'impact qu'a le travail sur les gens et sur les citoyens. Et qu'il faut absolument, en tant qu'employeur, soigner le collectif de travail avant de vouloir sauver le monde. C'est-à-dire qu'on vit aujourd'hui de plus en plus dans ce que, alors la philosophe Simone Weil, qui n'est pas la politique, mais la philosophe Simone Weil, dans ce qu'elle appelait, pendant la Seconde Guerre mondiale, le déracinement. À l'époque, Simone Weil, elle s'interrogeait sur finalement ce qui avait créé, alors elle parlait de la déshérence du continent européen au moment de la Seconde Guerre mondiale. On sait ce qui s'est passé et ce dans quoi le continent a sombré. Et en fait, elle s'interrogeait sur le fait que les individus étaient de plus en plus privés de leurs racines, comme elle dit. Et pour elle, ça expliquait finalement ça expliquait la défaite. En fait, ça expliquait le fait que le pays ait été battu aussi vite, parce qu'elle disait finalement qu'un arbre dont les racines sont pourries tombe au premier choc. Et pour elle, en fait, les racines, ce sont véritablement les racines de votre vie quotidienne, c'est-à-dire les différents milieux auxquels on fait partie lorsqu'on est un individu. Et à l'époque, elle pensait aux ouvriers, surtout à toutes ces personnes qui finalement étaient déracinées au sens où elles avaient changé de village, de région, des ouvriers qui se retrouvaient privés de culture, privés finalement de familles qui étaient finalement comme des électrons libres, comme ça, qui allaient de job en job, et qui manquaient notamment, et pour Simone Weil c'était très important, d'un véritable collectif de travail, d'une culture du travail, de souvenirs en commun, d'un sentiment du passé aussi, d'un sentiment d'appartenance. Et il me semble qu'aujourd'hui, on est finalement dans une situation assez proche et qui s'est aggravée avec la pandémie, à savoir qu'on est de plus en plus coupé de tous les collectifs, de toutes les communautés auxquelles on a pu appartenir par le passé. Alors il ne s'agit pas de faire du passéisme naïf, mais disons que de fait, voilà, avant les gens allaient à l'église le dimanche, ou à la synagogue, peu importe, mais ils allaient à leur club de foot, ils allaient à leur travail. Voilà, aujourd'hui il y a de plus en plus de gens qui ne vont pas à leur travail du tout, qui restent chez eux et qui travaillent tout seuls. Et par exemple, les associations sportives, les associations de manière générale, on sait qu'elles ont beaucoup diminué, en tout cas elles existent de moins en moins dans la société en général, et avec le Covid, évidemment, tout ceci a été réduit à néant. Voilà, c'est-à-dire qu'on a même perdu, ne serait-ce que la possibilité de papoter au PMU du coin, au bar, avec ses voisins. Voilà. Et donc en fait, finalement, ce rétrécissement de la vie, ce rétrécissement de l'individu finalement à une vie isolée comme électron libre, isolée de tout milieu dans lequel il serait inséré, pour Simone Weil c'est très dangereux. Et en fait ce qu'elle disait, alors dans ce texte qui s'appelle L'Enracinement, date de 1943, où elle essayait en fait de refonder la société française. Quand même, c'était un texte qu'elle voyait comme une sorte de nouvelle constitution après la libération. Et en fait, elle considérait que le travail, parce qu'on pourrait se dire que ça n'a rien à voir, le travail et la reconstitution de la société française, mais pour Simone Weil, c'était crucial. C'est-à-dire qu'en fait, elle considérait qu'on ne pourrait refonder une société saine qui fonctionne avec des citoyens éclairés et responsables que à travers ce qu'elle appelait une civilisation du travail. Et pour cela, pour Simone Weil, la civilisation du travail, ça impliquait de nourrir ce qu'elle appelait, alors ça peut paraître très ésotérique comme ça, mais elle parlait des besoins de l'âme du salarié. Et pour elle, ces besoins de l'âme, parce qu'elle disait que finalement, elle critiquait beaucoup le syndicalisme à l'époque, qui ne faisait que réclamer finalement du concret, des besoins matériels, des besoins du corps pour elle. Voilà. Donc ça peut être à l'époque des primes, du repos, des congés, etc. Ça ne veut pas dire que c'est nécessaire, ça l'est, mais elle disait qu'on avait raté finalement la réflexion sur les besoins de l'âme. Et les besoins de l'âme, pour elle, qui sont nourris au travail, ils sont assez nombreux, mais notamment
elle parle par exemple finalement de tout ce qui fait que l'individu se sent libre et se sent à la fois libre mais en même temps inséré dans un groupe. Donc ça va être par exemple le sens des responsabilités, le fait qu'un individu, même à son petit niveau, même un travailleur peu qualifié, le fait qu'il puisse participer aux décisions, alors ça va pas vous plaire, mais elle en parlait, non, mais sans forcément exiger une démocratisation totale de l'entreprise, parce qu'elle n'en était pas là, mais en tout cas, elle considérait qu'il fallait qu'un individu, pour qu'il se sente bien, qu'il fallait qu'il puisse au moins réfléchir, participer à des décisions, être au moins informé des questions qui se posent dans le collectif de travail, alors même que ces questions ne le concernent pas directement dans ce qu'il fait. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on a besoin d'avoir une vision d'ensemble, quel que soit son niveau de poste, on a besoin de savoir ce que font les autres, pourquoi ils le font, et de participer à cette réflexion commune. Ça, c'est le premier point, c'est la responsabilité. Le deuxième point, pour Simone Veil, c'est la prise de risque. Elle dit que c'est essentiel, à l'intérieur, finalement, de la zone un peu protégée, qui est celle de l'entreprise et du travail, que le salarié puisse prendre des risques, qu'il puisse oser, finalement, alors ça ne veut pas dire qu'il faut envoyer les gens au casse-pipe et leur faire des choses extrêmement difficiles, non, elle disait c'est à l'intérieur du travail, c'est au travail, qu'on peut finalement se confronter avec la complexité du réel et tenter des choses. Et en fait, c'est comme ça qu'on se renforce. C'est comme ça qu'on évite finalement d'avoir peur de tout. Et je pense que c'est important aujourd'hui dans une société où on sort de moins en moins et où on a de plus en plus peur de tout. Vous voyez. Et enfin, elle parlait aussi beaucoup de la liberté d'expression, en entreprise même. À l'époque, elle parlait de la liberté d'expression des ouvriers même, hein, c'est-à-dire qu'elle considérait qu'il était crucial finalement qu'on s'exerce, alors ça ne veut pas dire que l'entreprise devient une démocratie, mais qu'en tout cas on s'exerce à la démocratie à l'intérieur même de l'entreprise, en étant capable bien sûr de séparer, et c'est peut-être la voie aussi pour répondre à cette question, hein, en séparant bien sûr le temps de la réflexion du temps de la décision et de l'action. C'est-à-dire que oui, évidemment, au moment où on agit, il faut à un moment donné s'aligner, faire les choses ensemble, il faut que quelqu'un décide, c'est sûr. Et d'ailleurs, Simone Veil était pour la hiérarchie, elle pensait que ça faisait du bien aux gens, à condition que ce soit une hiérarchie incarnée par une posture morale. Voilà. Mais en tout cas, elle considérait qu'il fallait absolument que les gens puissent s'exprimer à des moments réguliers, voilà, puissent réfléchir en fait à ce qu'on fait en commun. Et pour elle, l'enjeu, c'était un enjeu politique. C'est-à-dire qu'elle considérait qu'on ne pouvait pas avoir une société qui pouvait fonctionner avec des citoyens libres, éclairés, et capables de décider si on ne vivait pas, si on ne nourrissait pas ces besoins de l'âme au travail. Et pour elle, le risque principal, c'était tout simplement de sombrer dans le fascisme. Hein. C'est-à-dire qu'elle considérait que finalement qu'un salarié abêti, affaibli, exploité, qui ne nourrissait pas ses besoins de l'âme, ne pouvait finalement que tomber dans les bras du jour au lendemain d'un dictateur. Et c'est intéressant parce que c'est corroboré par des études aujourd'hui. Il y a une étude intéressante d'un économiste, Thomas Coutreau, qui a montré récemment que le manque d'autonomie au travail était corrélé avec le vote extrême. C'est-à-dire qu'on se rend compte que finalement, lorsqu'on n'a pas d'autonomie au travail, en fait, on a tendance à vouloir s'en remettre à une personnalité forte en politique aussi. Parce qu'en réalité, on est comme dépassé par l'exercice de la démocratie. Donc l'employeur a une responsabilité véritablement politique, quand même, dans le fond. Puis-je demander d'applaudir Anne-Sophie Moreau. Merci. Et nous poursuivons l'échange questions-réponses. Je vous en prie, si on peut allumer dans la salle. Oui, voilà, je me souviens, vous aviez demandé le micro. Ici, voilà, je vous en prie. Là-bas, vous récidivez, je vous en prie, vous êtes le bienvenu. Allons-y, je vous en prie. Merci beaucoup pour cette présentation. Je me présente à vous, Michael Amour, Hitachi France. Je souhaitais juste vous apporter un élément de réponse vous proposer un élément de réponse sur ce que vous avez demandé, à savoir pour quelles raisons pas de démocratie en entreprise. Je vous propose, que diriez-vous de poser la question à un marin-pêcheur qui est à la barre, de demander à la démocratie avant de prendre une décision à bâbord ou tribord? Plutôt, je pense qu'il s'agit du manager et de son écoute vis-à-vis des salariés. Et c'est son écoute qui permet justement quelque part de générer une sorte de démocratie en sachant pertinemment ce qui se passe à quel endroit. Et donc finalement, il vient par
agréger finalement des données de son entreprise, où n'importe quel poste est stratégique. Et ça se fait par l'écoute. Je prends juste un exemple que j'ai vécu dans le monde de l'automobile, où finalement la considération du collaborateur, et notamment le jockey, qui vient prendre le véhicule pour l'emmener d'un point A à un point B, et bien sûr, on apporte la bonne considération et on l'écoute, il est capable de vous faire une remontée d'informations pour vous dire attention, avant de livrer la voiture, j'ai vu qu'elle était rayée, ce serait dommage de l'envoyer comme ça au client. Voilà, c'est un exemple d'élément de réponse que je souhaitais vous apporter. Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Je vous en prie, Anne-Sophie. Oui, non, je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais justement, Simone Veil, j'en parlais à l'instant, elle distingue le moment de la réflexion et le moment de la décision. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que c'est probablement la bonne voie pour trouver un équilibre. Parce qu'effectivement, oui, il faut qu'à un moment donné, quelqu'un décide. Et d'ailleurs, je pense que même en tant que salarié, je pense que c'est absolument terrible de se retrouver avec un chef incapable de décider. Ça perturbe énormément les équipes, on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qui se passe, donc ça ne va pas. Mais par contre, évidemment, l'enjeu, c'est d'être à l'écoute en tant que manager des troupes pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on pourrait mieux faire à l'avenir. Voilà, c'est-à-dire, avant même de se dire, tiens, il faut virer la barre à droite parce qu'il y a un rocher, d'essayer de se demander comment est-ce qu'on fait pour faire remonter l'information. Je ne sais pas, que celui qui a aperçu le rocher puisse faire remonter l'info avant qu'on se retrouve près du rocher. Je vous en prie, monsieur. Merci beaucoup pour votre intervention. Je vous en prie, monsieur. Merci. Vous avez parlé de Milton Friedman. C'est très bien, mais je pense qu'on est au-delà de Milton Friedman, puisque je citerai plutôt Ayn Rand, qui a inspiré Ronald Reagan et Thatcher, et qui sont encore plus à droite. Et qui a montré, si vous voulez, que la politique, en ce sens-là, est une impasse. Et lorsque vous parlez de Simone Veil, et que vous parlez de l'âme, en fait, elle parlait surtout de la spiritualité de l'âme. Donc elle était devenue très catholique après avoir été communiste. Une spiritualité du travail. Oui. Et je pense qu'en fait, quelque part, la religion aussi a montré un peu ses faiblesses par rapport à ses structures sociales. Donc si on ne peut pas se baser sur la politique et pas sur la religion, si on n'a pas ces récits-là, il reste l'économique. Donc je reviens sur Polanyi. Et je me dis finalement, il y a un livre extrêmement intéressant que beaucoup d'entre nous ont peut-être lu, qui s'appelle L'entreprise contributive de Fabrice Bonifay. Je me demandais si vous aviez connaissance de ce livre et ce que vous pensez éventuellement du fond de ce livre qui donne quand même un rôle à l'entreprise, un rôle social à l'entreprise, mais un rôle aussi face aux défis à venir. Merci. Oui, alors, bon, je ne suis pas du tout une spécialiste de Bonifay, mais par contre, effectivement, il y a une grande remise en cause. Alors peut-être vous répondre peut-être rapidement d'abord sur Simone Veil, parce que, alors oui, Simone Veil, effectivement, avait toute une réflexion sur la spiritualité tout court, effectivement, elle s'était convertie au catholicisme, etc. Elle avait un côté, voilà, dévoué, un côté sainte qui dépassait largement sa réflexion sur le travail. Par contre, dans l'enracinement, quand elle parle de spiritualité, c'est intéressant parce que justement, elle parle d'une spiritualité du travail. Elle s'interroge beaucoup sur la perte de religion dans la société, mais ce n'est pas son sujet majeur, c'est-à-dire qu'elle ne pense pas que ça va sauver les gens, la croyance, pas du tout, c'est plutôt sur d'un point de vue individuel et radical. Par contre, elle pense qu'il y a quelque chose comme une spiritualité du travail, non pas au sens ésotérique, mais au sens où l'homme est d'après elle un être spirituel, dans le sens où il a une âme qui est supérieure à son corps, d'où ces fameux besoins de l'âme, mais encore une fois des besoins de l'âme qui n'ont absolument rien à voir avec un au-delà ou une religion quelconque, mais qui véritablement sont dans le concret, qui sont dans la prise d'initiative, la prise de risque, voilà, la responsabilité, et qui doivent être nourris au travail. Donc il y a une forme de spiritualité pour Simone Veil, mais qui est ancrée dans le réel. Voilà. Et ensuite, pour répondre sur la question voilà, de l'entreprise au-delà de Milton Friedman, oui, il y a eu énormément de réflexions là-dessus. Hein. Évidemment, quand je disais les Français sont friedmaniens, c'était plutôt une blague. Je ne pense pas que la plupart des gens aujourd'hui pensent véritablement que l'entreprise a uniquement pour but de servir l'intérêt de ses actionnaires. Bon, déjà, la plupart des entreprises n'ont pas d'actionnaires. Et ensuite, on sait qu'aujourd'hui, même si l'entreprise ne le souhaite pas forcément, en tout cas la société exige de plus en plus de l'entreprise qu'elle serve non plus seulement l'intérêt, alors
on parle de l'entreprise des parties prenantes, du capitalisme des parties prenantes, ce qui est toujours un terme assez moche, mais en anglais, voilà, c'est ce fameux jeu de mots qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on voilà, on avait le stakeholder capitalism, le capitalisme des actionnaires, et on serait passé on est dans le shareholder capitalism, le capitalisme des actionnaires, et on serait passé au stakeholder capitalism, qu'on a traduit par capitalisme des parties prenantes, les parties prenantes étant, et alors là c'est toute la difficulté, ça peut être à la fois vos consommateurs, les salariés, mais aussi la société entière. Et là, ça devient beaucoup plus complexe. C'est-à-dire que la question, du coup, c'est comment est-ce que vous faites en tant qu'employeur, en tant que dirigeant, en tant que manager, ou bien en tant que salarié au quotidien, pour servir toutes ces parties prenantes à la fois, en sachant que parfois, elles peuvent avoir des intérêts très divergents. C'est-à-dire que, voilà, si vous, enfin, je sais pas moi, si vous êtes chez Total et que, voilà, à court terme, l'activité la plus rentable, c'est d'extraire du pétrole, bon, bah, si vous servez, par exemple, vos salariés et que vous voulez leur donner des primes, vous avez plutôt intérêt à continuer. Et par ailleurs, en plus, si vous voulez servir aux consommateurs, vous avez aussi intérêt à continuer à avoir du gaz russe, par exemple, parce que oui, en fait, les gens veulent se chauffer. Donc, ça fait partie de la raison d'être de Total que de chauffer les foyers. Voilà, c'est comme ça. Si Total nous lâche, bon, comment on fait? Mais ensuite, après, il y a effectivement cette question du stakeholder capitalism au sens très large, qui est de servir la société. Et là, on se retrouve effectivement dans des débats d'un tout autre ordre. C'est-à-dire, est-ce qu'on est là pour voilà, changer la manière dont la société fonctionne à long terme, apporter plus de justice sociale, apporter plus de justice environnementale? Et là, ce sont des questions abyssales pour les dirigeants. Merci beaucoup pour la réponse. Il y a une dernière question. Je vous en prie. Mathieu Mango, DLR. Devant la volonté des salariés français de participer aux décisions de l'entreprise, je m'interroge sur leur niveau d'intérêt et d'implication pour les organes de l'entreprise qui permettent de le faire, en tout cas en partie. Je pense au CSE, par exemple. Oui, bah c'est une vraie question. C'est très paradoxal cette demande de participation aux décisions, parce que à la fois on sent qu'il y a une vraie demande, en même temps il peut y avoir aussi une forme de frustration. Voilà, mais la question c'est est-ce qu'on a une participation qui est dysfonctionnelle ou non en France? Voilà, on parle depuis très longtemps d'une réforme de la participation en entreprise, etc. C'est un peu une sorte de serpent de mer par rapport à l'Allemagne, voilà, où on a une participation, voilà, très institutionnalisée, très cadrée, plus importante et plus forte. Voilà, en France, on a quand même la tradition d'un capitalisme familial, capitalisme ancré, moins ouvert, avec une forme de méfiance réciproque, voilà, avec des organisations de travailleurs d'un côté, le patronat de l'autre, et tout le monde qui se regarde en chien de faïence. Donc c'est assez regrettable. Mais il me semble que malgré cela, je pense qu'on peut... avant d'attendre la grande réforme de la participation à venir, je pense qu'on peut néanmoins, en tant que dirigeant ou en tant que manager, en tant que chef d'équipe, ou même en tant que salarié, si on est chef de projet, ou tout simplement si on est en train d'essayer de mettre en place un truc sans avoir aucun poste de direction, je pense qu'on peut tout de même faire en sorte que les gens participent. Voilà, vous parliez tout à l'heure d'écoute. Je pense que c'est crucial. C'est-à-dire, moi j'ai écrit un petit essai qui s'appelle Pour un management de l'écoute, donc ça me touche beaucoup que cette notion ait été évoquée. C'est-à-dire que là, par exemple, pendant le Covid, je pense que les managers ont aussi compris à quel point il fallait être à l'écoute et à quel point il fallait l'être activement. C'est-à-dire que les gens qui sont retrouvés à manager à distance avec des gens qui n'étaient plus là ont dû finalement se mettre à l'affût des signaux faibles, passer des coups de fil, voilà, demander comment ça va, essayer de comprendre les problèmes, les questions qui se posent. Et en fait, ça, faire affleurer, faire émerger la parole dans une organisation, c'est tout un art. Et ça, je pense que même sans attendre, voilà, une participation au CSE, etc., on peut tout de même mettre en place les conditions d'une parole libérée au quotidien. Puis-je demander d'applaudir Anne-Sophie Moreau. Merci beaucoup. Merci à vous.